Figurez-vous qu'il y a un autre pays dans lequel l'opinion publique, là, est en train pas de basculer, mais d'être modifiée. C'est la Russie, justement. Parce qu'en Russie, un institut de sondage, qui est un institut de sondage fiable, l'Institut Levada... Dont on vous parle assez souvent, d'ailleurs, parce que les chiffres qui viennent de là-bas nous sont utiles. On a raison de le donner en référence, bien sûr. Dit que près d'un tiers de la population russe serait aujourd'hui d'accord pour rendre à l'Ukraine les territoires occupés par la Russie en échange de l'arrêt de la guerre. Regardez ce chiffre, 31% des Russes sondés soutiendraient Vladimir Poutine s'il mettait fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine en restituant les territoires occupés à l'Ukraine, bien sûr, bémol à cela, sauf la Crimée. Bien sûr. Alexandre Melnik. Sauf la Crimée. La Crimée, c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est-à-dire la Crimée, pour les Russes, pour la plupart des Russes, pour la majorité, je dirais, absolue de Russes, évidemment, c'est la Russie. Évidemment. C'est pas du tout la même situation concernant le Donbass. D'autant plus que le Donbass ne présente aucun intérêt économique aujourd'hui pour la Russie, parce que c'est une région qui s'est enfoncée quand même dans une sorte de retard technologique depuis, en tout cas, la fin de l'Union soviétique. Mais ce que ça prouve, évidemment, il faut prendre avec beaucoup de pincettes, comme on dit, les résultats de ce sondage. Dans un pays comme la Russie, moi, je ne crois pas, même l'Institut Levada, évidemment, c'est le seul, à mon avis, institut... C'est le plus fiable de tous. Évidemment. Mais comment on fait aujourd'hui des sondages dans un pays qui est paralysé par... Ça n'est pas facile, mais ils sont capables de le faire. Voilà. Mais ils sont capables de le faire. Et c'est intéressant de voir que l'opinion publique en Russie change, parce que nous avons un autre chiffre à vous montrer, justement. C'est que 28% des Russes sondés estiment que la guerre en Ukraine est utile aujourd'hui, alors que nous parlons en octobre 2024. Combien étaient-ils en mai 2023 ? Ils étaient 38%. Donc il y a une évolution. Toutes les opinions publiques de tous les pays évoluent, surtout quand le pays est... Que les Russes ne comprennent pas le sens de cette guerre. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas pourquoi leurs dirigeants, et en premier lieu Vladimir Poutine, a engagé cette guerre, sa guerre. C'est-à-dire, il y a un manque de sens de la part de la population russe. Ils comprennent que ces gains territoriaux ne vaut pas la vie humaine, parce qu'il faut rappeler quand même les pertes en termes de vie humaine qui sont colossales et qui commencent aujourd'hui à être connues non seulement au fin fond de la Russie, dans les régions lointaines qui servent de principal réservoir de main-d'œuvre, je dirais, ou de chair à canon, mais aussi à Moscou. Et c'est ça, d'ailleurs, le contraste et la nouvelle donne que je constate dans les centres névralgiques du pays, comme là, Moscou, comme Saint-Pétersbourg. Il y a cette sensation que la guerre frappe à la porte, que la guerre rentre dans la maison. Donc, et ça, c'est un nouveau phénomène. Ah oui, c'est le but de l'incursion de Kursk par les Ukrainiens. Moi, je trouve que ces chiffres sont étonnants et rassurants, parce que répondre à un sondage et répondre de façon qui ne soit pas pour Poutine et pour l'État demande un certain courage. Oui, donc il faut croire que certaines personnes ont peut-être répondu autrement parce qu'elles avaient trop peur de répondre pour dire qu'elles voulaient finalement que la guerre se termine. Mais il y a une autre chose que je pensais très importante, c'est que non seulement il y a les morts, non seulement il y a les cercueils qui reviennent, mais la Russie elle-même est en train de devenir de plus en plus comme la Russie des années 90. C'est-à-dire on revoit une violence économique, on revoit, il y a tout un scandale autour d'une grande société, un peu un Alibaba ou un Amazon russe qui s'appelle Wildberries, où des personnes sont finalement fusillées en plein jour, en plein Moscou, où les Tchétchènes recommencent à se comporter comme des grands bandits, où même Ramzan Kadyrov lui-même commence à parler de vouloir se débarrasser de certains députés, il le dit à la télé, il le dit ouvertement. Donc on assiste à un retour dans la violence de la société russe, et c'est une violence qui rappelle les pires années des 90, les années que Poutine avait promis d'éradiquer quand il est venu au pouvoir. Donc on sent un mécontentement général, sans parler de l'inflation, sans parler de cette économie de guerre qui touche les écoles, les hôpitaux, les infrastructures. Alors si l'opinion publique se réveille, c'est peut-être le verre à moitié plein. Il y a aussi la partie du verre à moitié vide, parce qu'il y a d'autres chiffres qui nous disent que 60% des Russes estiment que la guerre est réussie malgré les pertes humaines. Autre chiffre également intéressant, 47% ont déclaré que la guerre avait causé plus de mal que de bien. D'accord ? Mais si on pense ça dans le sens inverse, ça veut dire que de fait, 53% sans doute estiment que ça a été relativement bénéfique.
quand même. Aurélien Duchesne, c'est quand même encore des proportions on voit qu'évidemment la énormes. société russe est extrêmement partagée. Elle a du mal à comprendre véritablement ce qui se passe sur place. Oui, surtout qu'ils soutiennent cette guerre dans la mesure où elle est hétérotélique, au sens où elle a changé de but et de finalité depuis le début de la guerre. Parce que si, au bout de 2 ans, l'objectif était toujours de prendre Kiev en 72 heures pour sauver c'est raté. le Donbass d'un prétendu génocide nazi, ce discours-là n'est plus en vogue à la télévision russe. La télévision russe a même réussi, par exemple, à vendre, entre guillemets, la débâcle qu'on avait eu à Koursk comme une défense de la patrie. Donc évidemment que les Russes soutiennent une guerre dans la mesure où elle a changé de but. Vous avez évoqué tout à l'heure le précédent de la défense des territoires occupés par la Russie. On avait vu de précédentes enquêtes, également celle de Reichenfield, un autre institut de sondage, que pour les Russes, d'après Reichenfield, l'objectif numéro 1 de la guerre, c'était de défendre la Novorossia, c'est-à-dire tous les territoires littoraux de l'Ukraine aujourd'hui occupés par les Russes. D'où ce soutien peut-être un peu résilient dans l'opinion russe. Mais ce qui est aussi important, c'est que déjà, il faut reconnaître que l'opinion russe existe. Oui. Parce que parfois on dit, parce que les Russes, ils suivent presque comme un troupeau de moutons Poutine. Mais non, les Russes, c'est pas du tout une société monocolore. Il y a beaucoup d'opinions différentes qui s'expriment. D'ailleurs, je constate que même la guerre, il faut relativiser. Parce que quand on interroge les Russes sur la guerre, mais sauf que officiellement, dans le narratif officiel, il n'y a pas de guerre. C'est toujours une opération spéciale. Donc c'est pour ça que les sondages, je n'y crois pas trop. Par contre, à quoi je crois vraiment, c'est que la société russe bouge, qu'il y a cette frustration qui travaille cette société russe de l'intérieur, des profondeurs. Et à un moment donné, ça peut déboucher sur une nouvelle donne. On a du mal à imaginer quelle sera cette donne, mais il y a une sorte de rejet, justement. En fait, Poutine n'a pas réussi à créer l'élan patriotique avec cette guerre. Et c'est ça le but qu'il poursuivait dès le début. Comme si c'était le prolongement de la grande guerre patriotique de 1941-45. Et on voit que finalement, son discours ne colle pas à la réalité et ne porte pas dans la société russe. C'est ça. Michel Goya, on voit aussi dans ce sondage que les régions justement de Zaporizhzhia et de Kherson sont celles auxquelles les Russes tiennent le moins. Alors c'est justement sans doute parce qu'elles ont été les plus récemment acquises, entre guillemets. Et d'abord, elles ne sont même pas contrôlées en entier. Et puis souvenez-vous, Kherson, c'était quand même la débâcle de l'armée russe qui avait dû se retirer pour que les Ukrainiens étaient entrés. Donc ça, j'ai l'impression que les Russes s'en souviennent. C'est-à-dire qu'ils sentent confusément que ces régions ne font pas, qu'elles n'ont pas été militairement complètement acquises. Oui, bien sûr. Non, mais si vous voulez, quand les Russes parlent de gains ou dans cette guerre, je pense que globalement, vous avez toujours un mouvement quand vous êtes engagé dans une guerre, que vous avez vos enfants, vos fils, mari qui part sur le front et qui est tué. Vous allez toujours au moins vous raccrocher à l'idée qu'au moins ça a servi à quelque chose, que ça sert toujours à quelque chose. Et donc vous avez plutôt tendance à soutenir finalement cet effort de guerre, au moins pour qu'il ne soit pas mort pour rien. Oui. Voilà. Et puis ça, ce genre de choses s'effrite lorsque jour après jour on s'aperçoit que il ne se passe pas grand-chose. Les hommes continuent à tomber et que ça apporte. Et que finalement, peut-être qu'effectivement, ils commencent à mourir pour rien. Et donc là, alors ça peut prendre du temps, tout ça. Et ça met au bout d'un moment, lorsqu'il y a un sentiment général qu'effectivement, tout ça, c'est inutile, que finalement, qu'est-ce qu'on a gagné dans toute cette affaire, que le sentiment s'effondre. Avec cette particularité, c'est que dans les pays démocratiques, ça peut aboutir à un effondrement du soutien à une opération militaire. Oui, et là, on n'est pas dans ce cas. Je me souviens de l'engagement en Afghanistan. En Afghanistan, au bout de 2012, c'était dans la campagne électorale française, c'était à qui allait faire revenir les Français le plus vite possible de cette opération qui n'était plus soutenue. En Russie, c'est beaucoup plus flou, même si, effectivement, il y a quand même, Poutine, il y a quand même une méfiance quand même vis-à-vis de cette opinion publique, de ces réactions. Tout à fait.